Les Drukhari sont des pirates et des êtres redoutablement intelligents qui se nourrissent du désespoir afin de ralentir la lente décrépitude de leurs âmes. Ils incarnent toute la cruauté, toute la violence gratuite dont étaient capables les anciens Aeldari, dont ils sont les descendants. Leur savoir et leur pouvoir sont voués à l'accomplissement d'actes maléfiques, et comme leur vie s'étire sur des millénaires, ils ont tout leur temps. Les Drukhari se sont détournés de l'univers matériel voilà fort longtemps, et ne sortent désormais de leur royaume crépusculaire que pour tourmenter les races inférieures. Les cabales frappent vite et de façon inattendue depuis des portails ouverts depuis la toile et disparaissent comme des ombres si la résistance ennemie est trop déterminée. Ces forces lancent leurs raids depuis le ciel, plongeant vers l'ennemi à bord d'appareils antigraves baroques, avant de bondir au sol pour répandre le sang à courte portée. Ils laissent dans leur sillage des jets écarlates et des corps parcourus de spasmes, et leur rire cruel est la dernière chose qu'entendent leurs victimes. Pour les Drukhari, l'horreur qu'ils répandent est aussi plaisante que la caresse d'une lame sur la peau. Ils adorent torturer physiquement leurs captifs, mais préfèrent briser leur volonté, car rien n'est plus gratifiant pour un habitant de la cité crépusculaire que de dominer totalement ceux qui ont tenté de leur résister. Ils s'abreuvent de toutes les nuances de douleur, jusqu'à ce que leurs prisonniers supplient de les achever. Pourtant, il est rare qu'un Drukhari se presse d'accomplir un tel acte de pitié. Les guerriers Drukhari sont tous grands et athlétiques. Leur peau d'albâtre évoque celle d'un cadavre, car nul véritable soleil ne brille sur leur royaume ténébreux. Leur physique puissant, vif et agile a été travaillé et perfectionné au point d'être encore supérieur à celui de leurs cousins des vaisseaux mondes, car les Drukhari honorent l'art de la guerre plus que tout. Ils avancent au milieu des flammes des combats avec l'assurance de dieux martiaux, mais cette splendeur n'est jamais qu'une façade. Celui qui contemple un Drukhari grâce au don de double vue le verra comme un monstre terrifiant. Leur chair est desséchée et cadavérique, tandis que leurs yeux luisent d'une haine glaciale et malfaisante envers toutes les choses vivantes. Les Drukhari apprennent rapidement à se battre avec toutes les armes à leur disposition et tuent sans pitié ni hésitation sous peine de connaître une fin rapide. Ils ne font que peu de distinction entre les sexes, car l'adresse et la ruse d'un individu sont bien plus importantes que des détails tels que la taille ou les genres. Leurs sens sont aiguisés au point de les rendre paranoïaques, leurs yeux noirs et leurs oreilles effilées toujours à l'affût du moindre signal. Dans la cité crépusculaire, les imprudents ne font pas long feu. D'innombrables millénaires de combat ont décuplé leur résistance et leur vivacité, un talent naturel encore exacerbé par leur cruauté. Toutefois, les capacités psychiques de leurs ancêtres ont régressé. Invoquer les énergies du chaos au sein de Komorragh serait de toute façon désastreux, car toute manifestation psychique risque d'attirer l'attention de l'assoiffé, le fléau des Aeldari, Slaanesh. Par conséquent, l'usage de pouvoirs psychiques est l'une des rares choses frappées d'anathème dans la cité crépusculaire. Les armes des Drukhari sont manufacturées, contrairement aux artefacts organiques des vaisseaux mondes, mais elles n'en sont pas moins avancées. En matière de guerre, ce sont des inventeurs de génie, et leur technologie martiale s'est affinée au point qu'elle frôle la magie. Leur imagination illimitée, couplée à leur dextérité, leur a permis de façonner des outils aussi sinistres que les armes de type éclateur, qui embrasent les nerfs de leurs victimes d'une douleur inouïe, les rayons de lumière noire, les fouets suintants d'humeur toxique et les pièges à âme. Les Drukhari sont si avides de tuerie que leurs armures légères incorporent des plaques garnies de lames pouvant faire office d'armes supplémentaires.
Collectivement, les habitants de Comorragh connaissent toutes les manières possibles de tuer n'importe quelle autre créature. Et individuellement, chacun s'efforce d'en maîtriser le plus grand nombre. Pour appréhender pleinement la menace que constitue la race Aeldari, il faut comprendre qu'elle est divisée en plusieurs sectes, les plus grandes étant les factions qui peuplent les vaisseaux-mondes, comme la Lame du Vent et les Guerriers Fantômes. D'autres groupes, comme les mythiques Arlequins, semblent parcourir la galaxie au gré de leurs caprices. Les pirates Drukhari, organisés en cabales indépendantes, ont formé une branche si distincte que leurs membres diffèrent irrémédiablement de leurs cousins. Les Aeldari faisant partie de ces cabales partagent toutes les caractéristiques des membres de leur race. Ce sont des humanoïdes au physique élancé, plus fins encore que l'humain le plus mince. Tous les Aeldari ont une peau très pâle, presque translucide, mais ce trait semble encore accru chez les Kabbalites par rapport à ceux qui vivent sur les vaisseaux-mondes. Nombre d'entre eux ont en effet une peau aussi blanche que l'albâtre, bien qu'il arrive que certains arborent une complexion allant d'un brun rouge foncé à un gris verdâtre malsain. Leurs yeux sont entièrement noirs en raison de la dilatation extrême de leurs pupilles. Connaissant l'attrait des Aeldari pour les stimuli sensoriels de toutes sortes, on peut penser qu'il s'agirait d'une adaptation délibérée dans le but d'absorber le plus d'informations visuelles possible ou de leur permettre de voir dans une obscurité presque absolue. Nous pouvons nous risquer à en déduire que les ténèbres et les ombres sont prédominantes dans le royaume de ces Aeldari, voire que leur environnement soit en grande partie souterrain. Les Aeldari ont les oreilles pointues, ainsi qu'une ouïe, un odorat et un sens du goût très développé. Les commandeurs impériaux devraient tenir compte de ces remarques, car des espèces dotées d'outils de perception si évolués sont souvent incapacités par des stimuli tels que les faisceaux de lumière concentrés. Il s'avère en effet que ces guerriers frappent rarement dans des conditions de forte luminosité et préfèrent se dissimuler dans les ténèbres avant d'attaquer. Les avant-postes impériaux devraient pour cette raison garder leurs installations bien éclairées en permanence. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le temps de réaction moyen d'un Drukhari est encore plus rapide que celui des Aeldari communs. Les enregistrements visuels pris lors du massacre d'Evolus montrent un groupe de 5 extraterrestres se déplaçant avec une rapidité et une précision telle qu'il faut passer la bande au quart de sa vitesse normale pour distinguer les Aeldari alors qu'ils abattent pas moins de 63 civils terrifiés. On raconte parmi les gardes impériaux les plus crédules que ces êtres sont si rapides qu'ils évitent les tirs de laser et peuvent renvoyer une grenade à son expéditeur avant qu'elle n'explose. Les Kabbalites Drukhari adorent s'orner de trophées macabres pris sur l'ennemi tué au combat. Ces trophées sont plus subtils que ceux qu'affectionnent les autres races, comme les grotesques pieux ornés de crânes des orques. Les ornements trouvés sur des cadavres d'Aeldari tués au combat incluent des colliers faits avec des doigts d'enfants humains, des dents insérées sous la peau en cercle concentrique, des cœurs desséchés portés en boucle d'oreille, ou encore des bracelets faits à partir de vertèbres polies. Il y a 10 000 ans, dans le cri apocalyptique d'un dieu naissant, le tout-puissant empire Aeldari tomba en ruine. Toutefois, cachés dans les tréfonds de la toile, les architectes de cette catastrophe furent en partie épargnés par le courroux du nouveau-né. Ils y rôdent toujours, telle une race de monstres impénitents condamnés à se repaître de la souffrance des autres. L'antique empire des Aeldari fut la civilisation la plus grandiose depuis celle des anciens, et les diverses cultures qu'il a engendrées et qui ont survécu jusqu'au 41e millénaire ne sont qu'un pâle reflet de sa gloire. Pourtant, les Aeldari connurent la chute la plus abyssale qui soit. Les origines de ceux qui se nomment eux-mêmes les Drukhari sont tapies parmi les atrocités et le tumulte de cet âge troublé. Les Aeldari avaient perfectionné la technologie au point qu'ils pouvaient parcourir de vastes distances en un clin d'œil, façonner des planètes à leur guise et étouffer des étoiles d'un caprice.
La galaxie se prosternait à leurs pieds et le labeur était pour eux un lointain souvenir. Aussi les Aeldari furent possédés par l'arrogance que tout leur revenait de droit. Libres de laisser vagabonder leur curiosité, ils passèrent de plus en plus de temps à assouvir leurs besoins ésotériques pour tromper l'ennui qui les gagnait au fil des longs siècles de leur existence. La psyché Aeldari est paradoxale et d'une immense complexité. Elle peut atteindre des zéniths de félicité et des nadirs d'horreur avec une intensité bien supérieure à ce que peuvent ressentir les autres espèces sentientes de la galaxie. L'âme Aeldari est tout aussi prompte à glisser dans la corruption qu'à transcender le sublime. Avec tant de puissance au bout des doigts, le cœur de l'Empire Aeldari, autrefois un joyau de civilisation, devint obnubilé par la gratification personnelle. Lentement, cette fière civilisation commença à pourrir de l'intérieur. Certains des hédonistes et des amateurs d'expériences nouvelles atteignirent de nouveaux extrêmes dans leur poursuite de l'excès. Dans leur rang se trouvaient de nombreux aristocrates qui disposaient des ressources et du temps nécessaires à la récolte des fruits de la décadence. L'un après l'autre, les meneurs de ces sectes hédonistes qui prenaient peu à peu le contrôle de la société Aeldari en vinrent à devenir obsédés par le pouvoir. Ils établirent leur quartier dans la dimension labyrinthique appelée la Toile. Ils prirent le contrôle de ports cachés et ordonnèrent la création de royaumes parallèles dans lesquels poursuivre leur œuvre dépravée. Invariablement, ces domaines étaient reliés à l'euphorie de Comorag par des portails. Comorag était à l'origine le plus grand port de la Toile. Les flottes qui y mouillaient étaient capables d'intervenir rapidement sur les planètes les plus vitales des Aeldari en raison de la présence de nombreux portails. Du fait de cette position stratégique accessible partout depuis l'espace réel, la cité était considérée comme le lieu le plus important de la Toile, à tel point qu'aucune faction de l'Empire Aeldari n'y avait préséance. C'est précisément à cause de cette autonomie et du fait qu'elle ne dépendait pas de la juridiction des grands conseils des Aeldari de cette époque que la cité devint un repère d'activité illicite. Comorag s'étendit de façon exponentielle sous l'apport de richesses incommensurables. Elle finit par englober d'autres ports de la Toile, des domaines privés et des fédérations secondaires à chaque nouvelle expansion et accéléra son développement en détournant leurs ressources. À l'insu de tous, les seigneurs dilettantes des spires et des repères du vice de Comorag crurent en pouvoir et en influence, réunissant de plus en plus d'Aeldari au sein de leurs cultes étranges. Psychiquement parlant, les Aeldari sont plus doués que les autres peuples, et au fur et à mesure que la corruption se répandait parmi eux, des échos de leurs extases et de leurs agonies commencèrent à se répandre dans le temps et l'espace. Dans la dimension parallèle qu'est le Warp, les reflets de leurs intenses expériences intérieures commencèrent à s'agglomérer, car les énergies de l'Empiré sont capables de prendre forme autour d'émotions pures et d'attirer ainsi d'autres échos psychiques similaires. Le flot constant de plaisir et de douleur qui émanait des âmes Aeldari était aussi inexorable que la marée. Il nourrit abondamment cette forme, cet embryon de Dieu qui pour l'heure se contentait d'attendre et de croître. Même si la cité crépusculaire est aussi vaste qu'un royaume et qu'elle reste cachée aux yeux de tous au cœur de la Toile, les Drukhari doivent constamment envoyer leurs castes guerrières effectuer des raids meurtriers. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent satisfaire leur soif de souffrance et capturer les esclaves nécessaires au fonctionnement de la nouvelle Comorag. Les portails qui relient Comorag à l'espace réel sont disséminés sur des planètes, des lunes et dans des régions de l'espace à travers toute la galaxie. Ils remontent à l'époque où les ancêtres des Drukhari régnaient sur les étoiles et leur permettaient de voyager rapidement d'un bout à l'autre de l'Empire. C'est pour ça que Comorag était aussi importante. Quelle tristesse qu'elle fût tombée entre les mains des pires de leur race. Depuis cette époque, ils sont restés dissimulés dans des replis de la réalité.
Aujourd'hui, les Drukhari les utilisent pour terroriser et massacrer les habitants de la galaxie, en jaillissant de façon inattendue pour perpétrer leurs crimes avant de retourner à la cité crépusculaire avec leurs captifs mutilés. La puissance de Komorrag est son nombre de portails reliés à travers les planètes de la galaxie. Même si certaines entrées de la toile ont été découvertes par les autres races, la plupart ne sont connues que des seuls Drukhari et de leurs cousins Eldari. Pour cette raison, les raids se produisent souvent sur les mêmes planètes à répétition. Parfois, des seigneurs de guerre comorites utilisent leur réseau d'espions pour surveiller un portail en particulier, le temps qu'une planète décimée se reconstruise au fil des décennies voire des siècles. Lorsqu'elle est de nouveau opulente et prête à être pillée, un autre raid surgit des ombres, redonnant vie au cauchemar enfoui dans l'imaginaire collectif de la population depuis des générations. Le premier signe d'un raid Drukhari est généralement l'apparition de raiders aux proues barbelées. Les silhouettes de ces antigraves sont craintes par beaucoup d'espèces de la galaxie, car elles sont synonymes de mort, ou pire. Des ponts de ces engins surviennent des fusillades d'armes éclateuses qui massacrent l'infanterie et des rayons d'énergie noire qui détruisent les chars et les bunkers. De plus petits appareils transportant les champions des Drukhari et leurs gardes d'élite suivent dans le sillage de destruction et exploitent les failles dans les défenses ouvertes par les raiders. Ces raids sont aussi rapides que brutaux, car les Drukhari évitent les guerres d'usure, à moins que le butin potentiel soit réellement fastueux. Généralement, les défenseurs sont éradiqués avant d'avoir une chance de consolider leur position. Cependant, cela ne veut pas dire que les Drukhari tuent de façon indiscriminée. Un grand nombre de leurs ennemis sont neutralisés et capturés, bien que ce ne soit en aucun cas une attitude miséricordieuse. Ceux qui connaissent les tendances sadiques des Drukhari savent qu'il vaut mieux périr au combat face à eux que de survivre pour être emmenés aux salles de torture de Komorrag où les Drukhari peuvent prolonger une agonie pendant une éternité, littéralement. La société des pirates Drukhari semble fondée sur la notion primitive de la survie du plus apte. Ils s'organisent en cabales, comprenant en moyenne quelques centaines de guerriers, tandis que plusieurs cultes existent en parallèle à ces structures. Tous prennent cependant le même plaisir à combattre les autres races pour faire de nouveaux prisonniers. Au contraire des autres factions à Eldari où la coopération est de mise, les querelles internes sont monnaie courante et certaines informations mentionnent des conflits réglés par un assassin ou un duel à mort. La forme corrompue d'honneur à laquelle certains émissaires à Eldari ont prétendu faire appel par le passé paraît totalement inexistante chez les Kabbalites. Peut-être sont-ils après tout plus honnêtes dans leur mépris absolu pour les espèces autres que la leur. Ils sont capables de la même férocité à l'égard d'un village agricole qu'envers les guerriers de l'Adeptus Astartes. On sait peu de choses sur la hiérarchie au sein de cette société, mais toutes les transmissions et demandes adressées à l'occasion aux dignitaires impériaux portent invariablement la caution d'un archonte, d'un grand archonte, ou autre dérivé de ce titre. Le contenu de ces messages ne laisse aucun doute quant à l'arrogance, la condescendance et l'orgueil qu'ils partagent avec tous les membres de leur race. La société Drukhari évoluait autrefois autour d'un petit nombre de maisons nobles, dont les rejetons sondèrent les profondeurs de l'hédonisme qui conduisit à la chute et donc à la naissance de Slaanesh. L'aristocratie comorite garda jalousement ses privilèges, traquant et éliminant tous ceux qui menaçaient sa primauté. Le centre de Komorrag, une métropole époustouflante de gratte-ciel, d'arches, de spires grandioses et de temples du plaisir, était le domaine exclusif des maisons nobles. On ne pouvait y entrer sans avoir le sang bleu, et l'élitisme y régnait. Tout se poursuivit ainsi durant les millénaires qui suivirent la chute des Aeldari. La société comorite resta aussi figée et corrompue que ses maîtres. Vraisemblablement, tout aurait pu continuer de la sorte indéfiniment sans l'intervention d'un jeune guerrier esclave, du nom d'Asdrubal Vect, qui fit s'effondrer le système de la noblesse. La propre clique de guerriers de Vect, ou Cabal,
avait préparé l'ascension de son fondateur, implantant des agents dans toutes les strates de la civilisation Drukhari au sein de Comorag et au-delà. Vect gravit rapidement les échelons de la hiérarchie de Comorag. De plus en plus d'alliés étaient incités à se joindre à lui, tandis que les cadavres des géneurs jalonnaient son chemin sans que jamais Vect n'ait du sang sur les mains, car il était bien trop prudent pour s'impliquer directement. Finalement, il s'empara du pouvoir. Suite à celle-ci, les Drukhari, versatiles, adoptèrent le système des Kabbales avec un enthousiasme dicté par l'instinct de conservation. Sentant de quel côté soufflait le vent, les maisons nobles ayant survécu au putsch se réorganisèrent en Kabbales. Ainsi, le pouvoir n'est plus une question d'héritage à Comorag. Il doit être pris et conservé par la force. Ceux dont l'esprit et les lames sont les plus affûtés tiennent dans leurs mains le destin de la cité crépusculaire, la précarité de leur position ne laissant aucune place à la complaisance. Au sommet de toute cette hiérarchie se trouve Hasdrubal Vect, le seigneur suprême dont l'insatiable soif de pouvoir profite à tous les habitants de Comorag. Même la mort ne peut saper son règne, car Vect exploita son propre meurtre et sa résurrection pour éliminer ses plus dangereux rivaux. Dans une société aussi déloyale que celle des Drukhari, les individus épris de pouvoir deviennent rapidement ennemis. Il ne faut guère de temps avant que le plus solitaire des deux sente une dague plantée dans sa gorge ou du poison lui brûler les veines. Seuls ceux qui sont affiliés à une organisation d'envergure bénéficient d'une certaine sécurité toute relative, celle du nombre, la seule valide dans le royaume d'ombre de la cité crépusculaire de Comorag. Tuer un kabbalite est un geste hostile envers une kabbale tout entière. Quel que soit leur statut, leur secte ou leur espèce, peu de Comorites sont prêts à se faire un ennemi aussi influent sans une bonne raison, et ceux qui le font s'assurent de disposer d'alliés puissants pour assurer leur protection contre les inévitables représailles. La compétition pour rejoindre une kabbale est plus que sévère, en dépit de la violence de leurs rites initiatiques. L'afflux constant de nouveaux aspirants garantit aux kabbales de jouir d'une sorte d'immortalité. Chacune possède la puissance de faire sentir son déplaisir si elle se sent menacée ou offensée. Il est rare qu'une kabbale entière disparaisse d'un seul coup. Seul le Seigneur suprême peut infliger un tel sort à ses ennemis sans risquer la protestation de la cité ou des actes de vengeance à grande échelle. Toutefois, Hasdrubal Vect veille à ce que Comorag soit perpétuellement déchiré par les guerres des gangs, et pas une nuit ne s'écoule sans l'écho des combats entre kabbales dans ces rues, car les archontes à la tête de chacune n'ont aucun respect pour leurs homologues. Les cultes sérastes procurent aux Comorites un festin de souffrance qui, pour un temps, éloigne leur lame de la gorge de leurs voisins. Chaque culte possède des arènes uniques, toutes plus violentes et insolites que les autres, car ces sororités gladiatrices sont prises dans une compétition constante pour offrir le meilleur divertissement possible à leur public assoiffé. Comorag subsiste grâce à un équilibre fragile. Ses habitants se poignarderaient volontiers pour se baigner dans le regard apeuré de leurs victimes, car assister à l'agonie d'autrui est le seul moyen qu'ont les Drukhari pour alimenter leurs âmes flétries. Les dirigeants de la cité connaissent la nécessité d'encadrer la soif de violence de leur race pour éviter une guerre civile catastrophique. Ce besoin irrépressible de se vautrer dans des sensations meurtrières a engendré les Ekatari, couramment appelés les cultes sérastes. Chacun est une organisation forte de milliers de gladiateurs qui s'exhibent fréquemment en faisant montre d'une brutalité indicible, non seulement pour l'édification des masses, mais pour satisfaire leur propre appétit. L'échelle du carnage mis en scène par ces armées de guerriers athlètes est telle qu'une fois leur représentation terminée, les Drukhari regagnent leur repère avec le sourire de prédateurs rassasiés. Ainsi, les masses sont-elles préservées de l'anarchie, ou du moins la frange de résidents assez riches pour assister au divertissement.
Dans les tréfonds de la cité crépusculaire se tapissent les coteries d'Hémoncules, une confrérie difforme d'anciens tortionnaires alchimistes qui sont essentiels à la survie de la race Drukhari. Leur science inconcevable les rend maîtres de la vie et de la mort, mais quiconque traite avec les Hémoncules se doit de prendre garde au prix à payer pour leur service. Les Hémoncules s'occupent des modifications corporelles, des drogues et des élixirs de beauté, mais la véritable source de leur pouvoir est tout autre. Tous les membres de la société comorite doivent tôt ou tard solliciter leur aide, car les Hémoncules sont les maîtres de la chair morte ou vive. Selon leurs affinités, ils se regroupent en coteries, chacune occupant un réseau de cellules et de laboratoires. C'est là qu'ils découpent et fusionnent la chair de ceux qui tombent entre leurs griffes, en savourant leur souffrance comme un gourmet apprécie la gastronomie. Les geôles bastions des Hémoncules prennent des formes diverses qui reflètent la folie de leur créateur. Des dalles de miroirs brisés, fosses bordées de passerelles en colimaçon vertigineux, tours de chair vivante éclairées par des millions d'yeux scintillants, ce ne sont que des échantillons de ce qui attend les visiteurs téméraires dans les ténèbres au-dessous du noyau. Les Hémoncules les plus vieux et les plus vils résident dans les antres les plus cauchemardesques, où ils se vautrent dans les pires dépravations de leur propre crue. Seul un fou oserait se dresser face à de tels monstres. En effet, non seulement leur horrible vengeance se perpétue selon leur bon vouloir, mais les Hémoncules peuvent accorder la vie après la mort. La gestation chez les Aeldari est bien plus longue que chez les races inférieures, au point que les enfants nés de manière naturelle sont rares et signe d'un statut élevé. Au contraire, ce sont les Drukhari conçus artificiellement qui sont la norme. L'œuf fécondé est implanté dans un tube amniotique au sein d'un mur incubateur des Hémoncules. Au moyen d'une science abjecte développée il y a des millénaires, il est possible d'accélérer la croissance d'un embryon à la manière d'une chrysalide d'insectes. À l'issue de ce processus contre nature, le sujet s'extirpe de son incubateur dans un flot de fluide répugnant, puis il est pris en charge par des assistants gorgones. Ces seminés font l'objet du mépris des vrais nés, pour qui ils sont intrinsèquement inférieurs. Mais le vrai triomphe des Hémoncules est leur science capable de déjouer la mort, et c'est ce qui leur donne tant de pouvoir dans leur société. Les guerriers Drukhari, y compris l'élite régnante des Cabales, finissent généralement par conclure un terrible marché avec les Hémoncules. Ce pacte faustien stipule que les Hémoncules régénéreront le corps du guerrier en cas de décès, moyennant quoi le demandeur leur concède définitivement une portion de son âme. Même un cadavre quasiment anéanti dans le brasier de la guerre peut être restauré à l'identique. Le maître Hémoncule Urien Rakars a même réussi à ressusciter l'archonte Vriek à partir de sa seule main. À condition que le processus soit entamé pas plus de quelques heures après la mort du Drukhari, et si sa volonté est suffisamment forte pour qu'une parcelle de celle-ci continue d'habiter la dépouille, son âme réintégrera progressivement le corps à mesure qu'il est régénéré. C'est pour cela que les Cabales se donnent tant de mal pour frapper vite et fort et s'enfuir avant le lever du jour avec leur mort, afin que leurs meilleurs guerriers puissent être ressuscités, sauf en cas d'accident regrettable. La souffrance est bien entendu la clé de ce processus ignoble. Les Drukhari rajeunissent lorsqu'ils contemplent l'agonie d'autrui, et lorsqu'ils en sont saturés, ils peuvent même guérir des pires blessures. Les cadavres sont ainsi confiés aux Hémoncules, qui les immergent dans des cuves de cristal alignées près de leur chevalet de torture. Bien que les pirates Drukhari soient une menace constante contre l'espace impérial, ils sont trop peu nombreux pour mettre en péril l'Imperium. Leurs raids sont sporadiques et manquent totalement de coordination. En fait, leur impact sur les infrastructures impériales est négligeable. Perdre plusieurs milliers de personnes sur une station de recherche est au pire désagréable. Le même nombre ramené à la population d'une cité ruche n'a aucune importance. Ils ne vivent que pour asservir et tuer, et ont sans doute tué des milliards de citoyens impériaux innocents au cours des siècles,
mais il ne s'agit là que d'une égratignure pour un empire galactique, car la main-d'œuvre est une ressource abondante pour l'Imperium. Si ces cabales de pirates venaient à travailler de concert, cet indice de menace devrait être révisé. Mais pour l'instant, les militaires impériaux ont des missions plus urgentes que l'extermination des pillards Drukhari. En cas d'attaque, foi et discipline sont les meilleures parades aux viles méthodes des pirates Drukhari. De nombreux officiers impériaux pensent que ces extraterrestres peuvent être vaincus grâce à des nerfs solides et de bons tireurs. Abattre leur transport avant qu'ils n'arrivent au corps à corps, puis concentrer le tir d'armes antipersonnel sur les survivants, assurant en général un taux de réussite élevé. Cette tactique est cependant difficile à mettre en pratique, car la vitesse de leurs appareils est en elle-même une protection, d'autant plus que les Kabbalites sont des maîtres de la guerre psychologique, préférant frapper à la faveur des ténèbres des cibles terrifiées et mal équipées. C'est seulement lorsqu'une série de raids dépasse un niveau de tolérance prédéterminé, détaillé par le mandat du Sectoris Stabilis, que les forces de l'Imperium ripostent avec célérité. Il existe des exceptions à ce protocole, notamment pour les Ironhands, qui semblent avoir décidé de lancer des représailles après des attaques Drukhari menées durant la 13e croisade noire sur leur monde natal de Medusa. Mais la pratique habituelle consiste à ne pas intercepter ces expéditions tant qu'une requête formelle n'a pas été examinée par le Departamento Munitorum. Jusque-là, les pertes en vies humaines doivent être acceptées avec stoïcisme, comme toujours.